Je vais vous parler du monde de la réanimation parce que j'aime bien qu'on m'offre cette opportunité, parce que c'est un monde assez clos, dont on parle beaucoup, où il y a beaucoup de résistance, notamment aux antibiotiques. Et donc c'est important d'en parler. Voilà. Donc chaque fois qu'on m'offre cette possibilité, c'est un plaisir. Donc je vous fais un bref rappel de ce qu'est la réanimation. La réanimation, c'est un service où globalement il y a tous les patients les plus graves de l'hôpital qui vont être regroupés. Alors chez nous, ça va faire 15 lits de chaud, 5 lits de tiède. C'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de moyens. On a par exemple tous les jours 5 médecins pour gérer ces quelques lits. On a ça va vous faire rêver si vous êtes en service. On a 2 infirmières pour 5 patients, une aide-soignante pour 4 patients. On fait 1000 patients avec ça. On prend que des patients qui ont des défaillances d'organes, par définition, sinon on ne les prend pas, qui ont une détresse vitale plutôt ou détresse fonctionnelle grave. On prend, à bon entendeur, on prend que les patients qui ont un potentiel de récupération, c'est-à-dire on ne prend pas les patients, c'est pas un soin palliatif, c'est pas pour la fin de vie. Et un énorme problème dans nos réanimations, c'est le sepsis, c'est le choc septique. Alors on estime qu'à peu près 30% des patients vont faire une infection grave. Un choc septique, c'est 15% des patients qui sont admis en réanimation qui vont faire un choc septique. C'est globalement la première cause de mortalité. Et 70% à 80% des patients qui sont en réanimation, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui vont rester plus de 3 jours, vont avoir des antibiotiques à un moment ou à un autre dans leur séjour. D'accord ? Et ils n'arrivent pas toujours naïfs, la plupart du temps, ils arrivent après un long parcours, être passés notamment dans vos services, où ce n'est pas forcément ce qui se passe le mieux. En pratique, on voit toujours la réanimation comme ça, c'est-à-dire des gens qui se bougent, qui prennent en charge des patients en détresse vitale, une agitation. Alors je ne sais pas si j'ai la vidéo, c'est pas très grave, mais dans la vraie vie, en fait, on est souvent comme ça. On est souvent autour d'une table, en fait, à discuter, et notamment à discuter d'antibiothérapie, à discuter, et il y en a quelques-uns ici qui ont été à cette table, à Pierre-Édouard notamment, ou à discuter de chaque patient et à discuter des indications d'antibiothérapie. On fait ça peut-être trop souvent, mais on est réunis tous les jours et avec une journée spéciale, enfin une réunion spéciale par semaine avec les microbiologistes. Alors on n'a pas des performances extraordinaires, et on est assez critique sur notre pratique. Ça c'est un papier qu'on vient de sortir, c'est basé sur les caisses de la CNAM, donc c'est 133 000 patients. On a regardé leur devenir. Alors c'est tous les patients français qui sont passés en français, hospitalisés en France avec la sécurité sociale, qui sont passés en réanimation en 2013, ceux qui sont devenus en 2016. Et donc vous voyez, nos performances sont quand même pas extraordinaires. Nous, en général, on est plus pessimiste sur notre niveau que ce que sont nos collègues des autres services. Vous voyez, quand on est, alors ça c'est par catégorie d'âge, mais quand on est âgé, finalement, la survie à long terme n'est pas extraordinaire. Et quand on prend toutes les réanimations en France, la mortalité est de 19%, et la mortalité à 3 ans. 3 ans après, il reste plus que 40% des patients survivants à ça. Plus on est jeune, finalement, plus on perd en ce qu'on appelle en ratio de mortalité standardisé, c'est-à-dire que plus on perd d'années par rapport quand on rentre en réanimation, quand on décède. Et les sujets âgés, qui sont quand même ceux, je rappelle ça parce que c'est quand même ceux qui sont le plus porteurs de bactéries multirésistantes, finalement, n'ont pas une surmortalité énorme par rapport à leurs collègues qui vivent soit à la maison, soit dans les institutions. Donc ça, c'est une photo de ce qui s'est passé en 2013 avec le suivi jusqu'en 2016. Ça, c'est une photo parce que c'est pour répondre à ceux qui disent toujours que ça va de plus en plus mal, que c'était mieux avant. Mais ça, c'est quand on regarde ce qui s'est passé chez nous entre 2008 et 2014, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Globalement, on a une baisse de toutes les infections nosocomiales. Vous voyez, ça, c'est les pneumonies, ça, c'est les infections urinaires et les bactériémies. Et globalement, on a une baisse chez nos patients, probablement par une meilleure prise en charge, une meilleure hygiène des mains, par plusieurs facteurs. Là, c'est un papier qu'on faisait sur une checklist qu'on fait systématiquement à l'entrée des patients, et tous les jours on passe et on refait cette checklist pour vérifier que tout soit bien fait, et on montrait que globalement ça progressait sur la période. Donc globalement, le message n'est pas très négatif. En fait, on progresse et on a plutôt de moins en moins d'infections que de plus en plus. Alors je vous décris très brièvement les stratégies antibiotiques qu'on peut avoir, qui sont légèrement différentes de celles que vous pouvez avoir dans leur vie de tous les jours.
En fait, on a des patients graves qui vont mourir, et vous voyez, ils meurent chez nous, ils meurent à 21%. Dans une réanimation de CHU, ils meurent entre 21 et 25%, d'accord? Et globalement, quand on fait une antibiothérapie, on a deux étapes. Une étape, ce qu'on appelle probabiliste, empirique, et une étape dirigée. L'étape probabiliste, c'est avant que les résultats du laboratoire ne soient rendus. L'étape probabiliste, c'est après. Et on sait que si on ne met pas un antibiotique, alors c'est basé sur les données que je vais vous montrer, il faut mettre des antibiotiques sur la première heure. Donc on fait un pari microbiologique sur ce que va être le pathogène responsable de l'infection. Et puis après, on a nos résultats. Et là, c'est là où on fait, dans nos réunions, on décide quelle antibiothérapie définitive on va mettre au patient. Et là, vraiment, on n'a aucun problème sur cette zone-là. Quelle que soit la bactérie et quel que soit le moment, finalement, on n'a aucun problème. On n'a jamais eu aucun problème pour traiter une bactérie une fois qu'elle était identifiée et qu'on avait les données dans l'antibiogramme. Par contre, à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, quand on rate la première antibiothérapie, dans la première heure, la surmortalité est énorme. Ça, c'est un papier qu'on avait fait il y a longtemps. C'était sur des pneumonies. Vous voyez, quand on donne une antibiothérapie appropriée dans la première heure, la survie est d'à peu près 80%. Et puis quand on rate, la survie baisse de 20%. C'est juste la première antibiothérapie qu'on va gagner, qu'on va donner. Et puis ce papier espagnol, il montrait à peu près la même chose. Il montrait que quand on rate, quand on n'est pas adéquat, la mortalité augmente. Et on peut corriger après, on peut secondairement donner une antibiothérapie appropriée. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la première période. Et donc, vous voyez, là, c'est la plaque qui a été le plus diffusée dans les congrès de réanimation. C'est que plus je prends de retard, et ça, c'est chaque heure de retard, en fait, on attribue 6% de mortalité en plus. C'est probablement exagéré, ça va être dans les 2-3% en fait, sur les derniers papiers qui sont sortis. Mais globalement, plus on retarde le moment d'antibiothérapie, quand le patient est en choc septique, c'est-à-dire sous vasopresseur, avec des défaillances d'organes, c'est pas tout patient, mais plus finalement, il va mourir et finalement, on va perdre 6% de survie par heure de retard d'antibiothérapie. Alors pour lutter contre ça, ce qu'on fait nous, c'est tout bête, on fait des protocoles prenant en compte depuis quand le patient est hospitalisé, s'il a été hospitalisé avant, s'il a pris d'antibiotiques avant, l'écologie du service, l'écologie de là où il vit, s'il est porteur de matériel invasif, des choses comme ça, et puis le site de l'infection, et puis sur ces protocoles-là sont multifactoriels, et on décide l'antibiothérapie qui va être donnée. 90% du cas, c'est piperacillin, tazobactam, amikacine. Il faut qu'on aille vite, qu'on décide dans l'heure. Et globalement, ce qui nous aide le plus, et ce dont on a besoin probablement le plus pour réduire cette période d'incertitude, parce qu'après, c'est plus un problème, c'est d'avoir des tests de diagnostic rapides. Et là, c'était un papier qu'on avait fait sur un test qui s'appelle XPER, qui permet de reconnaître l'ADN du staphylocoque, et c'est le gène de la résistance. Et en 1 heure, on sait s'il y a un staphylocoque dans le prélèvement, et s'il exprime la résistance. Et en fait, grâce à ça, on n'utilise quasiment plus de vancomycine ni de linezolide en probabiliste, puisque finalement, on a la réponse immédiatement. Et, alors, d'une part, on a plus de SARM quasiment, et d'autre part, quand on a les rares fois où on en a un, et quand on avait fait le premier papier, on en avait 6 SARM sur 3 réans, on avait 6 SARM sur 420 prélèvements. Et globalement, quand il y en a un, on le détecte tout de suite, et donc ça nous a permis de diminuer nos consommations de médicaments d'antibiotiques. La seule question qui reste quand on a ces tests-là, c'est est-ce que c'est de la colonisation ou est-ce que c'est de l'infection? Et ça, pour l'instant, on n'a pas de bons outils, en dehors du contexte clinique et de tout ça, pour nous donner la réponse. Alors les résistances en réanimation, ça c'est le profil des résistances des thiocyaniques et des entérobactéries qu'on peut avoir chez nous. En 2017, ça n'a pas dû beaucoup changer. Vous voyez, il y a à peu près 15% de résistance à la ceftazidim, 12% à la cefepime, pipertazo 16%, et puis là, ça varie un peu avec les années, mais c'était 23% au carbapénem, et puis les entérobactéries, c'est à peu près le même profil. Par contre, quand on parle de XDR ou de PDR, c'est des choses qui arrivent une fois, 2 fois par an, et c'est vraiment tout à fait anecdotique. Donc, l'idée en 2050, on va tous mourir en réanimation parce qu'on est tous infectés par des PDR et on n'arrive pas à s'en sortir.
c'est faux, parce que finalement, aujourd'hui, ça se voit très très rarement. Ça, vous voyez, je vous mets cette plaque, c'est notre consommation d'antibiotiques en 2016-2017, et vous voyez que l'amoxicilline est l'antibiotique qui reste quand même le plus consommé dans notre service. Bon, après, il y a quelques antibiotiques quand même à large spectre, hein, mais globalement, quand même, on arrive dans une réanimation qui reçoit des patients graves, hein, à avoir comme premier antibiotique consommé l'amoxicilline. Et vous voyez, les consommations d'antibiotiques ne sont pas du tout en augmentation, mais elles sont plutôt stables, voire des fois en diminution. Ça, ce sont les données du réseau Réa-Raisin qui regroupe 47%, je crois, 47%, qui regroupait, parce que je ne sais pas pour quelle raison politique a été fermé, mais qui regroupait toutes les 47% des réanimations en France, et donc qui donnait une bonne photo de ce qui se passait. Et vous voyez là aussi, hein, c'est les bactéries multirésistantes dont on parle tout le temps. Ben, d'abord, alors, ça montre que 10% des patients, en fait, en réanimation font une infection vraiment documentée, donc moins que ce qu'on pense au préalable. Que les SARM, ça représente 0,28% des bactéries totales, que les entérobactéries BLSE, finalement, c'est 0,91%, et que les pseudomonas intermédiaires ou résistants à la céftazidime, c'est 0,51%. Donc on est quand même sur des chiffres assez bas. Quand on regarde finalement 3 bactéries qui sont à risque chez nous, c'est les enterobactéries, pseudomonas et acinetobacter. On regarde ces fameux PAM de résistance, c'est-à-dire ceux qui sont à peu près résistants à tout. D'abord, on note qu'il y en a quand même très très peu, hein, sur l'ensemble des données. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si on se cantonne sur Pseudomonas, vous voyez que finalement c'est rare et finalement on en parle beaucoup, mais en pratique, on va dire que ce n'est pas très pertinent, relevant, et l'application clinique est tout à fait faible. D'ailleurs, on avait fait ce questionnaire il n'y a pas très longtemps où on demandait à 430, non, il y avait 300 répondeurs à peu près, s'ils avaient connu une impasse thérapeutique dans les 10 dernières années due aux résistances. Et la plupart, alors ça ne ressort pas du tout, mais il y avait 42% qui disaient 0 cas dans les 10 dernières années, et puis 47% qui disaient 1 à 5 cas. Donc finalement, on est dans l'extrême rareté quand on parle de la bactérie multirésistante à tout. Et ça, c'était Alexis Taba, qui est en Australie, qui avait mesuré les PDR dans l'Europe entière. Et vous voyez, c'était 0,4% des bactéries infectantes, et finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc on est dans la rareté. Et nous, les rares cas qu'on ait eu, d'abord, c'était pas des infections, c'était des colonisations. Donc on n'a jamais traité un patient pour ça, on n'a eu que des colonisations. Et à chaque fois, c'était des rapatriements de patients traumatisés d'ailleurs, qui revenaient d'Inde pour 2 fois, de Grèce pour 1 fois et quelques fois d'Afrique du Nord. Par contre, ce qui nous pose plus de problèmes au quotidien, hein, c'est le niveau moyen de résistance. Et vous voyez, ben, quand vous prenez les piots, hein, en général, ben, il y a 28% qui sont résistants à la pipertazo, 21% à la cefta et 19%, 20% au carbapenem. Vous, quand vous êtes de garde à 3h du matin, il faut que vous fassiez un choix d'un antibiotique pour le patient qui est en choc devant vous, et vous savez que si votre choix n'est pas bon, la mortalité va varier d'à peu près 20%. Donc c'est ça qui est assez difficile quand on pense qu'en fait, sur le traitement poabulis, il y a 30%, on va avoir une marge de 30% d'erreur à peu près, et que cette erreur peut avoir un effet fatal sur le patient. En traitement dirigé, finalement, il n'y a aucun risque. Hein. On va se regrouper, on va avoir un kilogramme, et on va décider le meilleur antibiotique. Ça pose aucun problème. Alors la solution serait de dire je frappe fort et je mets du très 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 large spectre à tout le monde, mais d'abord on ne peut pas cumuler, on a des patients extrêmement fragiles et chaque fois qu'on leur donne un médicament, ils font l'effet secondaire qui est marqué sur le Vidal. Hein. Il y a pas, si on donne de la médicacine, ils font l'insuffisance rénale. Chaque fois on a tous les effets secondaires possibles, donc on est assez prudent là-dessus, donc on ne peut pas cumuler tous les médicaments. Donc, et si on cumulait finalement, ben on va se dire on va mettre beaucoup de monde sous beaucoup d'antibiotiques, et finalement en réanimation, c'était ce qui a été montré dans cette étude, et regarder la durée de traitement par rapport à l'émergence des résistances. Alors, pour les 187 patients, une bactérie qui était Pseudomonas, hein, et ils regardent, vous voyez, donc ils ont de bonnes sensibilités au départ, et quand ils regardent, alors avec la pipertazo, bizarrement, alors qu'on pensait que
priori, comme c'est éliminé par le tube digestif, on pensait que ça induirait beaucoup. Là, ils mettent 15 jours à avoir des résistances. Par contre, avec ceftazidim, ça apparaît à 8 jours. Et avec le méronème, vous voyez, c'est 4-7 jours, donc il faut être extrêmement prudent. Alors, je vais vite conclure. La mortalité. Alors, on a fait récemment cette étude où on regarde des infections à Pio sur une cible bien précise qui sont les pneumonies associées à la ventilation sur les réanimations de Marseille. Alors, on prend les patients, ils ont la même gravité. Ceux qui ont des MDR ont reçu plus d'antibiotiques et plus d'hospitalisation. Et finalement, il n'y a pas de surmortalité chez ceux qui ont des pios multirésistants par rapport à ceux qui ont des pios sauvages. Là, c'était une étude qu'on avait faite avec un groupe européen. Alors, tous ceux qui ont travaillé avec des groupes européens sachent qu'il y a les très bons qui sont dans le nord de l'Europe et les mauvais qui sont plutôt dans le sud de l'Europe. Et alors nous, on n'avait pas été inclus, la France n'avait pas été inclus dans cette étude parce qu'on est toujours divisé entre ceux du Nord qui se pensent du Nord et ceux du Sud qui veulent se faire oublier. Et globalement, l'idée de Hamburger et Pickers, qui étaient Jean-Louis Vincent qui menait cette étude, c'était de montrer que dans le Nord, on travaillait mieux que dans le Sud et qu'on avait donc moins de bactéries multirésistantes. Et en fait, oui, il y a plus de bactéries multirésistantes dans le Sud, c'est certain. Mais en fait, quand on fait l'analyse globale, il y a une surmortalité. Quand on agit sur la gravité, il n'y a pas d'effet. Et donc, finalement, les résistances, là-dedans, ça montre que ça ne joue aucun rôle sur la mortalité. C'est la gravité initiale des patients. Disons que dans le Sud, on est un peu plus hystérique, on prend des patients un peu plus graves dans les réanimations que ce qu'ils peuvent faire dans le Nord. Et là, c'est probablement un des papiers les plus intéressants là-dessus. C'est un réseau français qui s'appelle Outcome Rea. C'est Jean-Ralph Zahar, qui est un mec vraiment sympa. Il regarde la mortalité chez les patients qui ont eu des bactéries multirésistantes ou pas. Et on a ce résultat qui est le plus évocateur, hein, c'est-à-dire que ceux qui ont eu des bactéries multirésistantes avec un traitement initial approprié, ils ne meurent pas plus que ceux qui avaient des bactéries sauvages. Par contre, ceux qui avaient des bactéries multirésistantes, un traitement inapproprié, ils meurent plus, tout comme ceux qui avaient des bactéries plutôt susceptibles et qui ont reçu un mauvais traitement. Donc c'est le traitement qui fait la gravité et non pas la résistance. Voilà, et il y a cette étude qui montrait un peu l'inverse avec le staff métier. Donc intuitivement, on peut se dire qu'il y avait une surmortalité dans le groupe qui avait des staffs métiers par rapport à des staffs sensibles. Mais finalement, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que c'est pas le traitement en fait là qui a induit la différence ? Puisque quand on regarde les traitements, alors c'est une étude randomisée en cours, hein, mais quand on regarde glycopeptide versus bêta-lactamine dans des études observationnelles, il semble y avoir une surmortalité si les bactéries sont sensibles aux deux antibiotiques chez les patients qui ont été traités par glycopeptide, parce que probablement c'est un peu plus lent et ça marche plutôt moins bien qu'une bêta-lactamine. Et donc c'est un facteur de risque de mortalité. Enfin, donc en conclusion, tout ce qui est XDR, PDR, multirésistances graves, c'est rare, ce sont probablement des cas, sont le plus souvent des cas importés en France, c'est de la colonisation et c'est pas un problème dans la vie quotidienne. Par contre, il y a un niveau moyen de résistance qui peut poser un problème. Alors ça pose jamais un problème quand on a l'antibiogramme et et là on peut discuter avec l'infectiologue comme on peut faire avec vous assez régulièrement. La seule marge d'erreur qu'on peut avoir à cause des résistances, mais ce n'est pas lié aux résistances, mais c'est lié au mauvais choix de l'antibiotique, c'est en traitement probabiliste immédiat. Et là, peut-être que le diagnostic rapide pourrait nous aider à progresser. Je vous remercie.